Bonjour à tous, c'est le 1er octobre prochain qu'aura lieu la conférence Fusion-Acquisition organisée par Les Échos et Capital Finance. C'est à ce titre que j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Éric Lasserie, associé du cabinet d'avocats Baker McKenzie à Paris. Éric Lasserie, bonjour. Bonjour. On assiste depuis quelques mois à un dégel de l'environnement macroéconomique, une certaine remontée de la croissance, et on sait à quel point ces conditions macroéconomiques sont là pour soutenir le M&A. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sorti de la crise ? Alors objectivement, je ne pense pas que nous soyons sortis de la crise, même si nous constatons une tendance extrêmement encourageante. Ceci dit, il faudrait nuancer en fonction des différentes régions du monde, entre la zone euro qui est encore très faible, les États-Unis qui reprennent doucement ou l'Asie-Pacifique. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant. D'autant plus qu'il y a des tensions géopolitiques actuellement qui sont évidemment des sources de complexité supplémentaires. Et qui peuvent altérer aussi la confiance des investisseurs. Absolument. Ouais. Bon, cependant, sur le marché du M&A, il faut bien dire que la tendance est plutôt à l'optimisme. On a vu que sur le premier trimestre de cette année notamment, il y avait eu plus de 1000 opérations qui ont été enregistrées pour un montant total de plus de 260 milliards d'euros. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis la crise financière de 2007-2008. Donc c'est un rebond qui est intéressant, qui risque de possiblement durer, notamment parce qu'il y a beaucoup de liquidités auprès des entreprises, auprès des fonds également d'investissement, et puis aussi parce que les entreprises sont à des niveaux d'endettement qui sont relativement faibles. Donc il y a des opportunités, et les gagnants seront évidemment ceux qui sauront transformer ces occasions en opportunités et qui sauront les saisir. Vous le disiez à l'instant, l'Europe, même si elle s'est stabilisée monétairement, n'est pas encore dans un réservoir de croissance suffisamment important, et pourtant on a le sentiment que le rebond des opérations transfrontalières se fait quand même au profit de ces économies développées par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques années, notamment l'Europe, et ça va un peu justement à contre-courant de ce qu'on entend sur cette Europe un peu fatiguée. Comment est-ce que vous expliquez que les investisseurs internationaux regardent de nouveau le vieux continent avec plus d'intérêt ? C'est vrai, ce regain d'intérêt pour l'Europe peut paraître surprenant finalement, mais quand on y réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que l'Europe présente d'abord des atouts incontestables et incontestés depuis longtemps, c'est pas la peine de les énumérer, que d'autre part, d'une certaine façon, cette fragilisation de la zone euro en fait certainement une cible de choix pour des investisseurs éventuels. Il se peut aussi que la crise, notamment monétaire de l'année dernière, qui a frappé certains marchés émergents et puis indirectement favoriser l'Europe et la rendre quelque part plus attractive dans une économie mondialisée. Un retrait des capitaux des investisseurs qui se seraient redirigés vers le continent. Alors une fois qu'on a dit ça, on constate quand même que si un acquéreur veut aller chercher de la croissance, des nouveaux marchés, de la consommation et des taux de croissance importants, il est quand même aujourd'hui très tenté de continuer à aller dans les pays émergents, notamment l'Afrique. Est-ce que vous croyez que c'est un mythe, ce développement des cibles africaines, ou est-ce que c'est une vraie réalité dès aujourd'hui ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, c'est une vraie réalité. Il est incontestable que l'Afrique aura un rôle primordial à jouer dans l'économie du XXIe siècle. Certains vont même jusqu'à dire que le XXIe siècle sera celui de l'Afrique, peut-être même plus que celui de la Chine. Et d'ailleurs, les chiffres viennent le prouver d'une certaine façon, puisque la part de l'Afrique dans le montant total des fusions-acquisitions transfrontalières a plus que doublé, atteignant près de 7%. Et puis l'Afrique, c'est aussi une croissance en moyenne de 5% par an depuis 10 ans. Et l'Afrique, c'est aussi un continent où, d'ici à 2050, un quart de la population mondiale se trouvera. Donc c'est incontestablement un player qui restera essentiel dans les années à venir. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que les investisseurs, vu la confiance qu'ils retrouvent d'une certaine manière, sont prêts à aller au-delà des risques que représente l'Afrique, parfois en termes de stabilité politique ou économique. On connaît les grands clichés sur cet aspect-là. Et pour vous, ils appuient quand même sur le bouton et ils continueront de le faire ? Oui, incontestablement. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que alors que l'idée reçue traditionnelle est de dire qu'on va en Afrique pour aller rechercher des ressources naturelles, on s'aperçoit maintenant que ces investisseurs-là sont motivés bien sûr pour certains par les ressources naturelles, mais également par un réservoir exceptionnel de consommateurs, puisque la population est extrêmement jeune et que là encore les fabricants de biens de consommation ont tout intérêt à se positionner en Afrique dès à présent. Quelque part, ils n'ont pas le choix, et puis s'ils veulent vraiment chercher la croissance avec les dents, il faut aussi qu'ils aillent en Afrique et qu'ils assument certains risques. Alors c'est vrai que l'actualité récente
précédentes ne nous y aident pas, mais néanmoins, je crois que l'indécision, encore une fois, est encore plus dangereuse que les choix parfois stratégiques, mais qui imposent la prise de risque. Alors, une chose très étonnante que vous avez révélée dans une étude que vous avez sortie cet été sur les fusions-acquisitions et qui s'appelle Going Global, c'est le fait que l'Afrique ne sera plus seulement un réceptacle d'acquéreurs, mais que les entreprises africaines vont elles-mêmes devenir des prédateurs et vont partir dans les économies développées pour faire leur marché, et à un horizon de temps assez court. Ça semble assez surprenant d'après les flux, l'évolution des flux tels qu'ils sont aujourd'hui. Là aussi, vous pensez que c'est pas seulement la déclaration d'intention ? Je ne crois pas. Je crois que c'est une des constatations les plus intéressantes peut-être de l'étude qu'on vient de mener. C'est effectivement de voir que des groupes africains se créent et que d'ores et déjà, d'ailleurs, ils investissent, mais plutôt dans des régions à proximité de leur zone géographique. Le mouvement va s'amplifier et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va s'amplifier au-delà des frontières africaines, et on s'aperçoit déjà, et notre étude l'a montré, que dans les 2 prochaines années, par exemple, ces groupes africains envisagent d'investir en Europe à près de 70%, ce qui est quand même considérable, ou en Asie notamment à hauteur de 20%, voire peut-être même en Amérique du Nord. Donc il y a un mouvement de fond qui est en train de s'amorcer. On va voir un décollage de ces investissements outbound, donc vers le reste du monde, qui va montrer que l'Afrique aura un rôle à jouer également dans le marché des M&A transfrontaliers. Et des flux sud-sud, si je puis dire, qui seront plus développés que ce qu'on aura vu. Bien sûr, et qui continueront de se développer aussi, bien sûr, mais on les connaît, ils sont plus traditionnels, que ce soit les Chinois ou les Indiens, bien sûr, qui ont investi considérablement en Afrique depuis quelques années déjà. Éric Lasserie, merci beaucoup. Rendez-vous tous donc le 1er octobre prochain à la conférence Fusion-Acquisition organisée par Les Échos. Merci.